Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir pour un petit café des sciences sur la thématique du carnaval. Donc, une thématique bien sûr actuelle. Pour parler de ce sujet, nous avons deux intervenantes ce soir. Donc, Monique Blérade, professeure des universités culture langue régionale, présidente de l'Observatoire régional du carnaval guyanais et quatrième vice-présidente de la Fédération des carnavals de France, des fêtes de France. Et nous avons Sandra Ho Chung-ten, je le dis bien, professeure des lettres du second degré et artiste et comédienne. Donc pendant à peu près 1 heure, elles vont vous présenter différentes perspectives du carnaval et les avenirs de celui-ci. Et après ça, il y aura une période de questions si vous avez des petites interrogations par rapport à tout ça. Bon, ben bonne soirée à vous. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, c'est vrai. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et un grand merci à la Canopée des Sciences de nous inviter, de m'inviter. Merci pour votre confiance. Donc, c'est vrai, donc nous sommes là pour vous parler du carnaval, mais en fait, ce sera beaucoup plus un échange qu'une conférence scientifique pour vous expliquer déjà donc ma perception du carnaval en Guyane, du personnage du Touloulou. Et pour cela, donc, attendez. Voilà. Donc, pour pouvoir parler de ce carnaval, je pense qu'il est important déjà de contextualiser. Donc, le carnaval en lui-même, mais aussi le personnage. Excusez-moi, je ne sais. Le personnage. Ah ben voilà, c'est mieux, voilà. Donc, je vous disais qu'il était important de contextualiser donc ce carnaval, qui pour moi, plus, même si c'est un élément festif, il faut voir aussi que à côté de cet élément festif, le carnaval est un élément phare donc de notre culture guyanaise, et il faudrait aussi voir dans ce carnaval un élément vecteur donc dans la transmission, on va revenir là-dessus, mais aussi un élément vecteur du développement économique, touristique, mais aussi un élément en lien avec la santé. Alors tout simplement, c'est vrai, nous avons donc une communication à 2 voix, à plusieurs voix. Je vais essayer de parler donc de ce carnaval avec, en m'appuyant sur l'Observatoire régional du carnaval guyanais que je dirige, en expliquant un petit peu nos missions, et à travers nos missions, vous allez comprendre aussi les enjeux éducatifs, culturels, identitaires que nous rattachons donc à cette pratique sociale, festive, culturelle. Donc, mais aussi les enjeux liés aux personnages clés donc, de ce carnaval, le personnage du Touloulou. Alors, je vais commencer par expliquer donc l'Observatoire régional du carnaval guyanais qui porte donc comme vous le savez le projet donc d'inscription à l'UNESCO, un projet donc qui date de 2014, puisque l'Observatoire régional du carnaval guyanais, association loi 1901 que je dirige, a été créé donc en 2014 avec pour principal objectif présenter donc faire inscrire le Touloulou sur la liste nationale au patrimoine français de l'UNESCO,
et après sur la liste représentative donc de l'humanité. Donc un objectif clé qui va permettre à l'association d'œuvrer au plan local dans le domaine de la transmission auprès des jeunes, transmission intergénérationnelle puisque l'association est en contact avec les anciens, et sur le plan national, la participation donc à des activités dans les universités françaises, également auprès de la Fédération des carnavals et fêtes de France, ou encore à l'international, tel que la participation au musée donc, international du carnaval à Bench, ou encore en Chine tout récemment et au Canada. Donc, ce projet de carnaval, comme je l'explique, est à relier à l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Mais permettez-moi donc, avant tout, de contextualiser historiquement notre carnaval. Donc, le carnaval de Guyane, si on peut le dire, remonte à la période coloniale, bien entendu, avec les influences françaises, européennes, avec notamment l'arrivée des colons qui viennent des régions de La Rochelle, de Nantes, de Bordeaux, qui vont emmener leurs pratiques festives, leurs pratiques culturelles carnavalesques sur les plantations. Et là, les esclaves vont donc, dans un premier temps, imiter ces pratiques, ne serait-ce que la danse, les costumes, les cortèges, certains personnages. Et il ne faudrait pas oublier, à côté donc de cette influence européenne et notamment française, l'influence aussi africaine, puisque ces esclaves, ils ont aussi ancré dans leur corps une mémoire, la mémoire africaine. Et on aura donc une première phase, toujours sur ces plantations, d'acculturation, d'imitation, dès la fin du 19e siècle, de ces esclaves qui vont imiter les colons, les maîtres. Et ils vont aussi, après, il y aura une phase, après la phase d'acculturation, de déculturation, où ils seront dans la résistance. Et là, on verra apparaître, pas uniquement dans le carnaval, mais également dans ce qui est danse traditionnelle, dans ce qui est conte, donc les réminiscences de l'Afrique. Une Afrique présente physiquement dans leur corps, mais aussi dans leur imaginaire. Donc, le carnaval guyanais est tout ceci. Un peu d'Europe, un peu d'Afrique, mais aussi ce qu'on appelle la créolisation avec Roger Bastide dans les Amériques noires. C'est tout simplement ce que le peuple créole va rencontrer sur cette terre d'Amérique et qui va continuer donc à influencer ce qui aura été comme héritage européen, héritage occidental et héritage africain. Donc le carnaval de Guyane est un croisement donc qui débouche aussi sur une espèce de métissage. Alors à côté donc de ce qui dit métissage dit aussi population, le populaire qui va croiser le bourgeois. Donc le carnaval de Guyane aussi va partir, va prendre son attache auprès du peuple et va aussi croiser donc tout ce qui est bourgeois. Et concrètement, physiquement, géographiquement, comment cela va-t-il se percevoir? À Cayenne, nous sommes dans le centre-ville. Et au-delà de Cayenne, il y a le canal Lossa, donc du côté du Dancing Nana. Et du côté du jardin botanique, on a ce qu'on appelle l'Arros Saint-Quentin. Et tout ce qui sera au-delà donc du canal Lossa et au-delà donc de l'Arros Saint-Quentin sera relié au peuple, c'est-à-dire dénigré, comme le tambour, comme la langue créole, comme le carnaval. Et il y aura donc un va-et-vient donc entre le populaire et ce qui est au centre, donc la bourgeoisie qui imite donc ce qui vient de France. Donc le carnaval, c'est aussi cela. Le carnaval de Guyane, c'est
le croisement entre le populaire et le bourgeois. Donc, j'ai voulu, donc, dans un premier temps, contextualiser historiquement, géographiquement, donc, ce carnaval. N'oublions pas aussi l'aspect multiculturel de notre carnaval. Et là, on le voit aussi avec, comme l'explique Roger Bastide, avec la créolisation. Donc, on a aussi donc, toutes ces influences transfrontalières, caribéennes, brésiliennes, qui viennent aussi, qui interpénètrent aussi notre carnaval et influencent notre carnaval. Donc, oui. Donc, cela me permet donc de vous parler donc du carnaval de rue où on va bien comprendre un petit peu toutes ces influences. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Touloulou, comme je l'expliquais, c'est la figure emblématique de notre carnaval. Le Touloulou se caractérise avant tout par son anonymat, le masque. Et on trouve deux types de Touloulou. Le Touloulou de rue et le Touloulou des dancing. Donc là, on va rester déjà sur le Touloulou de rue. On va trouver les Touloulous traditionnels et le Touloulou de rue raconte l'histoire du peuplement de la Guyane. On le voit par exemple ici avec les nègres marrons, donc qui sont en rouge avec leur pagne. Et là, à côté, après les nègres marrons, bon, ce n'est pas présent sur la photo, mais nous avons aussi, qui rappelle le peuplement de la Guyane, les costumes, le personnage du bagnard, donc avec sa tenue bariolée. À côté, donc, toujours donc, des personnages de rue, qui rappellent encore le peuplement de la Guyane, nous avons les Anglais bananes. Donc, vous voyez le dimanche dans les rues, lors des parades, lors du carnaval traditionnel. Donc, ces personnages racontent l'histoire du peuplement en Guyane. Mais le Touloulou de rue aussi raconte ou explique ou symbolise ou renvoie à l'imaginaire donc du créole par rapport à son environnement. Là, nous avons le Jeffarine. Alors, le Jeffarine, vous allez me dire qu'on le trouve aussi en France. C'est un peu la figure du meunier. Mais il va s'adapter à la Guyane. Et il sera aussi contextualisé. Et on va dire, bon, que ce personnage tout en blanc, donc, c'est tout simplement le boulanger. Ou bien, bon, si on va encore un petit peu plus loin, on prend le personnage de la mort ou du zombie, c'est-à-dire le revenant, qui est en lien avec notre forêt amazonienne. Eh bien, c'est tout simplement donc l'aspect, c'est l'imaginaire donc du peuple guyanais par rapport à son écosystème, par rapport à la forêt, par rapport à la nature, par rapport au fleuve. Donc, on retrouve donc dans nos costumes de rue traditionnels des éléments qui rappellent l'histoire du peuplement, mais aussi donc le rapport donc au cosmos, le rapport à l'imaginaire donc créole. À côté donc, alors j'ai oublié quand même de vous préciser le mot Touloulou que vous voyez. Vous allez me dire mais d'où est-ce qu'il vient? Donc linguistiquement, le Touloulou vient de mot Trouloulou, Tourloulou. On a une métathèse entre le Tourloulou et le Trouloulou. Le R qui sera inversé, c'est ce qu'on appelle la métathèse, et le Touloulou, dans un premier temps, c'est tout simplement le personnage qui avance à pied, et peut-être est-ce que là, une réminiscence aussi donc, du champ lexical de l'infanterie, donc militaire, avec le rappel du fantassin du soldat qui avance. En tout cas, le Touloulou, c'est celui qui avance à pied et qui avance rapidement, mais qui est totalement masqué en ce qui concerne le carnaval de rue. Ça, c'est le Touloulou. Et en Martinique, en Guadeloupe, on a aussi le mot Touloulou, mais qui n'a rien à voir avec notre définition, notre perception en Guyane. Le Touloulou, en Guadeloupe, en Martinique, c'est le petit crabe. Mais le crabe qui avance aussi. Donc, il y a toujours cette
ce sème de la marche, ce sème de celui qui se déplace à travers ce terme touloulou. Donc le touloulou, donc là nous avons en haut, donc avec les personnes masquées des touloulous, alors que à côté il y a l'association Kouman, il y a des représentants de l'association Kouman dans la salle que je remercie d'être là. Donc l'association Kouman, qui est une association ancienne, et dont l'objectif principal est de faire vivre ces personnages traditionnels qui tendent peu à peu à disparaître de notre carnaval de rue et qui sont remplacés par ce que vous voyez au bas de la page, le carnaval moderne avec des groupes donc de 150 personnes, des groupes vraiment importants. Et là, je ne parle pas de touloulou, mais je parle de personnes déguisées. Parce que ces personnes n'ont pas de masque. Or, le touloulou, dans sa définition première, c'est celui qui porte un masque, qui se caractérise par son anonymat et qui fait en sorte de ne pas être reconnu. Alors que, au bas de la page, nous avons des personnes qui sont dans la modernité, donc là, des images du groupe Kassialata, donc des personnes qui sont dans la modernité et qui participent donc au carnaval. Alors, encore, par rapport à ce carnaval de rue, nous avons une autre présentation. C'est que dans le carnaval de rue, autrefois, les groupes chantaient. Et la fonction première du carnaval, c'est d'abord la dérision, la moquerie, la satire. Donc, la satire par rapport aux politiques, par rapport au corps ecclésiastique. Et là, maintenant, bien, cela a disparu. Donc, en même temps, on montre un petit peu, l'évolution de ce carnaval qui était très satirique, qui était très spontané, où les groupes étaient beaucoup plus petits, moins importants, et circulaient vraiment dans les rues, rentraient dans les couloirs ou dans les corridors pour taquiner donc les habitants. Par moments, ils s'arrêtaient aussi pour pouvoir boire ce que leur offraient les habitants qui étaient à leur balcon, accoudés à leurs fenêtres, et qui descendaient pour offrir aux carnavaliers qui défilaient devant eux, donc à boire. Maintenant, ça a disparu, et comme vous le voyez, on a ces grands groupes, on ne chante plus, les musiciens avancent parfois même avec des t-shirts, il n'y a peut-être même presque plus de tenue, de travail manuel, souvent ce sont parfois des t-shirts, et l'influence, comme je disais, l'influence transfrontalière, donc caribéenne, où nous avons des groupes qui battent sur des tambours, avec des instruments, donc des membranophones, donc, ou des instruments donc, à vent. Et il n'y a plus, donc comme autrefois, les chachas, c'est-à-dire les bidons de fly-tox, qui servent, ou bien les fourchettes, les couteaux avec les verres et la spontanéité avec des chants un petit peu dans la trivialité, mais bon, qui avaient qui étaient compris donc par leur symbolisme, par tout le monde, et qui étaient entonnés par monsieur, madame, tout le monde. Donc là, maintenant, on voit un petit peu l'influence transfrontalière de la Caraïbe et aussi donc du Brésil. Alors, influence toujours donc de la Caraïbe avec les chorégraphies. Maintenant, quand ces groupes comme Kassialata, pour ne pas les nommer, ou Mayorichoneg défilent, ben, on assiste à des chorégraphies et ces groupes sont structurés avec des cotisations donc, à l'année et lorsqu'ils viennent, le spectacle. Et là, donc, autrefois, on avait plus dans les défilés de rue, dans le carnaval de rue, donc un carnaval spontané où le public était aussi acteur. Et là, de moins en moins, ce public
enfin, ce public est moins acteur et il est plus dans le spectaculaire. Donc, je ne sais pas tout à l'heure quand nous allons échanger, débattre, vous allez me donner vos impressions, mais moi, c'est ma perception. Donc, voilà un petit peu pour le défilé de rue, le carnaval de rue, avec les touloulous traditionnels et les touloulous et les personnes déguisées modernes, les groupes d'autrefois qui étaient spontanés, qui circulaient librement à travers la ville, et aujourd'hui, des groupes beaucoup plus importants de 150 personnes, 200 personnes, qui doivent aussi obéir aux normes européennes, par exemple, comme le public. Maintenant, quand on pénètre, on se rend sur la place des Palmistes ou dans un tracé imposé, réfléchi par la municipalité de Cayenne avec des arrêtés, donc qui sont là pour bien cadrer ce carnaval, on n'est plus dans cette spontanéité. Voilà. Oui. Alors, à côté du carnaval de rue, il y a le Touloulou des Dancing. Mais ce que je voulais dire avant le Touloulou des Dancing, il y a aussi une autre forme de carnaval que l'on retrouve. On retrouve le carnaval de rue, avec les Touloulous ou les personnes déguisées qui défilent dans les rues, le dimanche après-midi et les jours gras. Et à côté des dancing, on a ce qui apparaît de plus en plus. C'est un carnaval privé avec les boîtes de nuit, les midi-minuit, où les personnes se rendent avec une bouteille de champagne déjà bien précisée et paient une entrée pour pouvoir pénétrer dans ces lieux. Et là, là c'est nouveau. Et ces pratiques festives que l'on retrouve maintenant de plus en plus les jours de la semaine et même le samedi au moment où il y a le bal paré masqué et le dimanche après-midi sont en train de s'amplifier. Alors, est-ce que cela va faire disparaître le Touloulou des dancing? Je ne sais pas. Mais il faut quand même qu'on soit prudent parce que ce qui fait l'unicité, donc la caractéristique de la Guyane, c'est ce Touloulou des dancing avec ses règles, ses rites, ses codes, ses symboles. Qu'est-ce que j'entends par rite, code, symbole? Déjà l'anonymat qui est bien gardé dans le dancing. Avant donc de se rendre au dancing, les femmes vont se retrouver pour pouvoir choisir leur tissu, confectionner leur robe ou aller louer une robe chez un styliste ou un couturier. Autrefois, on retrouvait beaucoup plus ces femmes, ces touloulous, parce que le touloulou est un être mystérieux, énigmatique, qui fait rêver, qui vient dans le dancing entre 21h jusqu'à 5h du matin. Donc, ce personnage qui, normalement, donc la journée, parce que le touloulou de nuit est la continuité du touloulou de rue. La journée, dans l'ancien temps, le touloulou de rue pouvait être un homme ou une femme masqué. Et le soir, dans les dancing, le touloulou de nuit est une femme mystérieuse, énigmatique, qui fait rêver son cavalier, qui permet au cavalier de fantasmer, de rêver à la femme idéale dont il rêve au quotidien. Donc là, et parfois, donc là, il y a une perception, le cavalier peut tomber amoureux, non pas d'une femme, mais tout simplement d'un beau costume, parce que peut-être derrière ce touloulou, il y a une vieille femme et aux cheveux édentés, sans cheveux, vieille, laide, mais comme elle a un beau costume, bon, elle fait rêver. Donc, ça n'a pas d'importance. Ça peut être aussi, le cavalier peut danser avec sa maman, ou son élève, ou une ennemie, une rivale. Ça n'a pas d'importance. Dans le dancing, tout le monde est heureux. Et ça, c'est important. Donc là,
Le Touloulou, comme je le disais, on le retrouve là dans le dancing et son mystère, donc énigmatique, mystérieux, donc il est là comment dire, il est en lien avec des rites. Alors j'ai parlé donc des costumes qui sont confectionnés après que l'on porte, mais à côté des rites vestimentaires, il y a aussi le rite de la nourriture. Parce qu'on se retrouve avant d'aller au dancing pour manger, et même après le dancing, on mange, on boit encore entre amis, en famille, et là, on ne mange pas n'importe quoi. Il y a aussi, on consomme donc tout ce qui est à base d'eau, la soupe, le blaf de poulet, le blaf de poisson. On va prendre aussi, pour se protéger, donc du punch au lait. Donc là, pendant le carnaval, on ne mange pas n'importe quoi. Donc, on consomme tout ce qui peut apporter donc, de la force, de l'énergie. Et d'ailleurs, avant le carnaval, sur la route, on voit les gens qui font du sport parce que pendant le carnaval, c'est aussi une activité liée à la santé. Donc, le rythme cardiovasculaire, la circulation sanguine, la dopamine avec les neurones, donc tout ce qui est bien-être. Pendant le carnaval, tout le monde est heureux. Et je vais même dire que peut-être il y a même un dieu du carnaval parce que regardez un petit peu, le vendredi, à partir de midi, c'est l'effervescence. On ne sait même plus où l'on va. Tout le monde est pressé. On est dans une ivresse. Donc, et pour aller encore plus loin, ça, ce sont les anciens, bon, qui disent que bon Dieu content tout loulou. Comme par hasard, le dimanche matin ou la semaine, la veille, il pleut, mais vraiment des cordes. Et à partir de 16 heures, au moment où arrive le carnaval, où les gens doivent défiler, il pleut, ou bien parfois il pleut un peu moins. Et quand le défilé prend fin, eh bien, à 19 heures, 20 heures, il se met à pleuvoir à nouveau. Donc, bon, là, peut-être qu'on est dans les superstitions, je ne sais pas. Oui, il y a, comment dire, une étude météorologique à effectuer. Mais là, comme je travaille beaucoup avec les anciens, les récits de vie, les anciens, donc, notent ces éléments. Alors, pour revenir à notre Touloulou, je disais donc, qu'il y avait un rite, donc le rite vestimentaire, le rite de la rencontre, parce que la femme, on dit aussi souvent qu'elle laisse partir son mari, elle fait semblant de dormir dans son lit, elle laisse partir le mari, après elle arrive dans le dancing, elle voit son mari, elle ne le fait pas danser ou elle le fait danser, et avant qu'il ne reparte à 5 heures du matin, qu'il regagne la maison, vite, elle va regagner le lit comme si de rien n'était. Donc là, bon, c'est encore un rite. Bon. Alors, autre élément aussi, donc, quand on est dans le dancing, il y a un jeu théâtral, le jeu de l'illusion. Tout le monde, on est dans le regard, on va même dire peut-être le voyeurisme. Les spectateurs qui sont assis sur le gradin regardent les cavaliers, leur touloulou. Les musiciens qui sont en train de jouer de la musique, de chanter, regardent les touloulous et leurs cavaliers. Le cavalier regarde sa touloulou et la touloulou regarde son cavalier. Donc, on est vraiment dans la sphère du regard. Donc, beaucoup de voyeurisme. On est aussi dans un jeu sadomasochiste. Pourquoi un jeu sadomasochiste? Parce que le touloulou, quand il arrive dans le dancing, il va taquiner les cavaliers. Il se met à danser, à se cambrer, il effectue des nikas, c'est-à-dire des entrechats. Il passe sa main sous le menton donc, du cavalier, passe devant lui, revient. Donc, il y a un jeu, même presque sadique. Et je dis masochiste de la part du cavalier, parce que le cavalier, même s'il ne danse pas, entre 21h et 5h du matin, il va rester et il va revenir le samedi d'après. Et même pendant 1 mois, 2 mois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là?
Donc, et puis, il y en a qui vont rester donc, à côté de leur poteau. Et pour se donner une contenance, ils iront dans les toilettes se mouiller parce qu'il y a le regard des copains. Il faut montrer qu'on assure, surtout si dans la société, on n'est pas n'importe qui. On est monsieur un tel. Donc, c'est ce que j'appelle le jeu sadomasochisme. Et pourtant, on est là. Et un jeu aussi parce qu'on est dans l'illusion, dans le rêve, un petit peu surtout pour la Touloulou, le Touloulou, comme celle qui vient entre 21h et qui, comme Cendrillon, va partir à 5h du matin et va laisser donc le cavalier dans tous ses états. Et ça peut durer des années et des années. Et ce qu'il y a de bien, c'est que après, le Touloulou, dans la rue, va rencontrer ou reconnaître son cavalier, aura envie d'aller vers lui pour lui faire un petit coucou, mais vite va se retenir parce que le cavalier, il ne connaît pas puisqu'il a dansé avec une parfaite inconnue. Mais le Touloulou, lui, il sait. Et il y a un code aussi. Pendant des années, on sait avec qui on danse, qui paie bien parce qu'il faut, après la danse, il y a un code. On ne doit pas danser plusieurs fois avec le même cavalier. Et on sait quel cavalier est bien pour la mazurka, quel cavalier est bien pour la biguine, quel cavalier est bien pour la valse, quel cavalier est bien pour le piquet-jouk. Donc, on connaît ces cavaliers. Et on va même, quand le morceau est terminé, parce qu'il y a aussi une espèce de course entre les Touloulous pour aller danser avec le meilleur cavalier. Et du côté des cavaliers aussi, il y a une espèce de, comment dire, d'orgueil, parce que c'est le cavalier le plus demandé. Il y a une fierté. Et maintenant, enfin, depuis quelques années, on se rend compte que les cavaliers, ils viennent aussi avec leur t-shirt. Il y a vraiment toute une manière donc de se montrer. On est dans le paraître parce qu'il faut se faire remarquer, il faut danser et il faut montrer aux copains qui sont à côté qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on assure et qu'on paie à boire. Et puis, comme c'est beau Bon, maintenant, on le fait moins. Mais autrefois, on sortait avec son Touloulou braré et on allait à l'extérieur, par exemple, au village Nana, et on s'asseyait pour pouvoir, même si pour raconter des bêtises dans l'oreille du Touloulou pour dire « Oh, je te connais, on ne se connaît pas, petit Touloulou ». Et puis, on taquine aussi. Donc, comme une espèce de dialogue amoureux, mais c'est le jeu. On est dans l'illusion. Normalement, il y a les 10 commandements et ça ne doit pas aller plus loin. C'est un jeu théâtral qui doit rester, qui doit s'arrêter quand le carnaval s'arrête. Mais on a remarqué aussi, et là, on est dans la modernité. Le carnaval perd ses repères spatio-temporels. Temporels parce qu'on remarque de plus en plus que le carnaval ne commence plus à l'épiphanie, ne respecte plus le calendrier liturgique. Normalement, c'est de l'épiphanie, le mercredi des cendres, le jour de l'épiphanie, et s'arrête au mercredi des cendres lorsque Vaval est brûlé et qu'il va renaître de ses cendres l'année d'après. Et là, depuis quelque temps, est-ce qu'il y a l'appât du gain, l'aspect mercantile? On se rend compte qu'il y a un carnaval hors saison qui commence même, j'ai même envie de dire, bientôt, les dates sont tellement avancées qu'à la Toussaint, on verra aussi le carnaval. Et pourquoi ne pas aller tout simplement faire un bal Paris masqué au cimetière, puisqu'on avance les dates. Donc, le carnaval avance dans les dates, mais aussi au niveau spatial, puisque il n'y a plus uniquement le dancing. On avait comme référence les anciens dancing, le casino, donc maintenant après il y a eu le Mogador, il y a eu Éloi, il y a eu Nana, Paulina, donc tous ces dancing maintenant, ce ne sont pas les lieux uniques où l'on joue de la musique, entre guillemets, de carnaval. Et d'ailleurs, les musiciens eux-mêmes, ils disent qu'on peut jouer la musique de carnaval pendant toute l'année
et qu'il ne faudrait pas cantonner la mazurka, la biguine à la période carnavalesque. Donc, comment comprendre ça? Est-ce que c'est du mercantilisme? Bon, bref, on assiste à une révolution au niveau de la perception même de la musique, donc, donc du carnaval, et même tout simplement de ceux qui attraient aux symboles, aux codes qui sont en train donc de basculer, sans compter la mondialisation, parce qu'on voit aussi ce qui se fait par le biais des médias à Trinidad, en Guadeloupe, au Brésil, à Nice, et on essaie, avec aussi les normes européennes, de les appliquer tant bien que mal ou mal en Guyane. Donc voilà un petit peu, donc c'est c'est personnel, donc en allant pendant les dimanches dans les rues et en même temps en regardant les bals parés masqués, les autres manifestations dans les boîtes privées où on n'a même plus le rang des bouchées, c'est-à-dire le vendredi, on avait dans les familles les galettes où cela tournait, on mangeait une galette et le roi, la reine, jusqu'à la fin du carnaval, à leur tour, rendaient la galette. Donc maintenant, on n'a plus ça, ça a tendance à disparaître, puisque à la place des galettes familiales ou amicales, eh bien, on a les boîtes de nuit qui fonctionnent ou les soirées payantes, où il faut emmener donc, des bouteilles avec des marques bien précises de champagne. Donc là, ça a disparu. Alors donc, moi, je parle de transmutation, d'évolution des traditions, d'évolution des mentalités, où il faut aussi prendre en compte les attentes donc, des jeunes. Il y a aussi la querelle des anciens, des modernes, les influences, la mondialisation et les médias aussi qui ont leur part dans tout cela, les interpénétrations culturelles. Et comme je l'expliquais, donc le carnaval de rue qui perd sa spontanéité avec des spectateurs qui sont passifs, qui ne sont plus acteurs, des arrêtés municipaux. Donc, par exemple, l'année dernière, on a assisté à un arrêté qui disait « Attention, quand il pleut, on ne sort pas ». Or, c'est trop beau, c'est quand il pleut que c'est bien de défiler sous l'eau, d'aller dans le vidé. Donc, Sandra va vous parler du vidé tout à l'heure, donc je n'aborde pas du bal paré masqué, voilà. Mais au moins, comment dire, donc c'est trop, comme je disais, c'est trop beau de défiler sous l'eau. Alors, il y a aussi la satire, la dérision, comme j'expliquais, qui ont disparu. Et puis même, il y a un arrêté où on dit qu'il ne faut pas se moquer des institutions. Or, la fonction première du carnaval, c'est justement, c'est se moquer. C'est la dérision, c'est la satire. Et là, on l'interdit. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que là, vous voyez ça, mais je suis en train d'écrire un ouvrage là-dessus. Donc, c'est juste quelques idées qui ne sont pas développées. Donc, je vous demande de juste regarder, mais ce n'est pas encore totalement fini. Alors, ensuite, on a les règles, je vous disais, les réglementations européennes avec les règles de sécurité quand on doit passer dans les sas, les circuits qui sont imposés, l'apparition des soirées tololo, donc qui se multiplient, donc l'aspect mercantile. Et puis, il faut est-ce qu'on surveille? Est-ce que c'est une menace pour les soirées bal paré masqué de Touloulou? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que la femme, quand elle se rend aux soirées tololo, elle perd de son pouvoir parce que le touloulou, c'est avant tout le pouvoir de la femme, qui est aussi, donc, qui a une fonction sociétale. Et le touloulou, c'est un petit peu l'image de la femme dans la société créole. Et là, en allant au tololo, la femme, elle redevient objet, elle n'est plus sujet. Donc, il faut faire attention quand on se rend donc, au bal tololo et quand je ne sais pas, sa manière aussi c'est bien d'aguicher donc le tololo, mais
on perd donc de son pouvoir parce qu'on redevient un objet entre les mains d'un homme. Bon, c'est vrai, j'ai aussi une formation liée au féminisme. Donc, c'est pourquoi je parle ainsi. Alors, je parle aussi de la philosophie mercantiliste qu'on retrouve. Donc, pendant le carnaval, on voit donc beaucoup de sorties de CD. Il y a des ouvrages qui sortent. Donc, beaucoup de créativité, une créativité artistique, Et puis, comme je disais, donc les repères temporels, les spatiaux qui disparaissent, les prestations des orchestres, les prestations aussi chez les particuliers, le profil, donc, le profit individuel avec les locations chez les particuliers, les soirées privées, et puis le tourisme, bon, avec qui est parfois mitigé pour les hôtels, les restaurateurs, les locations de voitures, qui disent que pendant le carnaval, ils ne profitent pas vraiment donc, du carnaval. Et puis, on peut dire aussi l'absence politique institutionnelle globale, même si les politiques disent bon, qu'il y a une réflexion en cours, mais bon, il faut se poser la question. Alors, après, donc, il y a la maison du carnaval à la place des Palmistes. Bon, il y a quand même cette réflexion en cours, et puis la création de l'office du carnaval. Voilà, et puis il y a encore beaucoup d'autres éléments, la violence pendant le carnaval avec les voltigeurs dans les rues et avec plusieurs groupes, les groupes qui sont très importants. Donc, comme j'ai trop parlé, parce qu'il faut que Sandra, donc, elle prenne aussi la parole. Donc, j'espère qu'on aura un peu l'occasion de débattre, de creuser un petit peu cette première réflexion, ces pistes de réflexion que je vous propose. Et puis, j'espère bon, que vous avez un petit peu compris mon approche, ma perception de ce carnaval et du personnage du Touloulou. Je vous remercie. Alors, belle bon souhait. Donc, moi, j'ai choisi donc de travailler sur le personnage du Touloulou, du bal Paris masqué. Et donc, j'ai intitulé ma communication « Lever le voile sur l'inconnu », Mazurka de Victor Klett. Alors, Victor Klett, donc, en est l'auteur, le compositeur, l'interprète et les arrangements sont du pianiste Daniel Alexandre. Cette chanson a vu le jour en 2017 sur l'album À Mon côté. Au départ, cette chanson est passée inaperçue. Depuis, elle a fait son grand bonhomme de chemin. En 2018, par exemple, dans le cadre des Lindor, cérémonie qui a lieu chaque année et qui a pour objectif de récompenser les artistes guyanais du monde musical, cette chanson a reçu 2 prix dans la catégorie Succès Carnaval et pour la meilleure chanson guyanaise de l'année. L'inconnu est devenu un tube et les différentes formations musicales n'hésitent pas à l'intégrer dans leur répertoire. Cette chanson a été étudiée également par les élèves du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre de la Guyane en février 2022 dans l'atelier trombone dirigé par le professeur Romain Bélanger. Les Blue Stars donc l'ont même intégré dans leur vidéo. Alors, je vais demander donc à Madame Alizé de montrer l'allégresse, la ferveur pour cette chanson « L'inconnu ».
Alors, vous avez pu donc constater donc l'exaltation des danseurs, hein, cette fièvre pour cette chanson et puis cette joie collective que cette chanson peut susciter. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas vu d'inconnu dans le bal paré masqué et pour cause, puisque c'est un personnage, Monique vous l'a dit, mystérieux et la personne qui était en Touloulou ne pouvait pas filmer. Alors, donc, la première vidéo, en fait, c'était au concert des Blue Stars le 9 novembre 2024 pour les 55 ans du groupe. Ensuite, j'ai trouvé la vidéo intéressante, la deuxième vidéo, donc, où nous avions, en fait, c'était mes cousines et moi qui dansions. Et nous étions donc au Wood et c'était en 2021 lors de la crise sanitaire. Et c'était le groupe, les Tikoko et Seblada donc, qui jouaient. En 2024, ce morceau est devenu un vidé, enfin déjà un vidé, et donc il est venu clôturer le vidé en 2024. Et le 2 février 2025, ce morceau continue d'être un tube dans le vidé, et donc il a également clôturé le vidé des Blue Stars. Alors, l'inconnu, je vous disais que c'était donc de Victor Klett. Et nous allons, peut-être, je ne sais pas si vous savez qui, vous connaissez Victor Klett. En tout cas, monsieur Pierre-Yves Carlier a écrit donc une biographie sur Victor Klett. Merci d'être là. Et voici sa photo. Est-ce qu'on peut... Mais je suis sûre que vous savez, vous le connaissez, vous savez qui est Victor Klett. Là, on va agrandir. Donc, vous avez certainement déjà aperçu, en tout cas, Victor Klett. Alors, Victor Klett donc, débute sa carrière en tant que percussionniste. Il est membre fondateur et leader du groupe musical Les Blue Stars, qui est créé en 1969. Et le chanteur guyanais s'illustre dans différents genres musicaux, surtout dans la biguine, dans la mazurka. Il anime tout aussi bien le vidé que le bal paré masqué avec brio. Je rappelle que le bal paré masqué est un divertissement, Monique l'a dit, autour du touloulou. Alors, j'insiste, c'est un terme, quoique masculin, donc on va parler, parce que j'entends la touloulou, c'est un terme quoique masculin, un touloulou. Il désigne donc ce touloulou du bal paré masqué, déguisé, dont l'anonymat est impérativement préservé. Le touloulou choisit son cavalier qui, lui, évolue à visage découvert sur la piste de danse. Le touloulou possède l'initiative de la danse. Le touloulou est la figure centrale du bal paré masqué et il est célébré par Victor Klett dans cette chanson, L'inconnu. Alors, que dévoile le texte et la musique de cette chanson? Donc, on voit ici un petit extrait de la chanson L'inconnu. Est-ce qu'on peut passer? Approchez s'il vous plaît, vous chantez avec moi. Chantez, chantez, chantez. On y va s'il vous plaît. On commence là. Alors, voici les premières notes. Je pense que vous connaissez cette très belle mazurka. Et donc, le texte et la musique de L'inconnu invitent à poser les termes, je pense, d'une réflexion sur la notion de tradition à partir du personnage du touloulou du bal paré masqué, de ses pratiques. C'est aussi, selon moi, l'occasion de montrer que L'inconnu, malgré ses différentes déclinaisons musicales, demeure encore une mazurka traditionnelle selon l'usage communément admis de ce terme.
Alors, ma première partie va porter donc sur la notion de tradition autour des pratiques du touloulou, du bal paré masqué. Le mot tradition est un mot outil qui est employé fréquemment, mais dont le contenu significatif n'est pas clair selon l'anthropologue Gérard Lanclus. Utiliser ce terme revient à se questionner sur des antinomies basées sur le passé et le présent, la continuité et la discontinuité, le statique et le dynamique, et donc sur ce binôme tradition-changement. En Guyane, ce mot est fréquemment utilisé dans le langage courant lorsqu'il est question notamment des danses au son du tambour, de la gastronomie ou encore du carnaval. Victor Klett, dans la chanson dont il est question, lorsqu'il parle de l'inconnu, dit de cette dernière « y comptant sa tradition ». Le mot « tradition » désigne un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages transmis oralement sur un long espace de temps. C'est aussi une manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. Le personnage du touloulou du bal paré masqué entre complètement dans cette définition puisqu'il se construit, et Monique l'a dit, autour de pratiques dont la transmission informelle s'organise généralement de manière descendante depuis des traditions. Ces pratiques portent d'abord sur l'organisation des 3 temps qui rythment la soirée du samedi. Il y a un avant, un pendant et un après bal paré masqué. Et le morceau L'inconnu y apporte un éclairage, en particulier sur la première et la deuxième étape. L'avant, c'est-à-dire la préparation qui se compose de 2 phases. La première qui a lieu en amont, plusieurs semaines, voire des mois avant le début du carnaval. Cette première phase est organisée de manière rigoureuse par le futur touloulou. Monique l'a dit, sur le plan physique, donc par un entraînement sportif préventif, et sur le plan financier, par une épargne réservée pour son carnaval, pour la constitution d'un trousseau approprié pour toute la période carnavalesque. Chaque samedi, pour se rendre au dancing, il se doit d'exhiber un déguisement composé d'une robe qui est confectionnée généralement dans un tissu aux couleurs chatoyantes, d'un jupon, de plusieurs accessoires. Alors les accessoires, la cagoule de loup avec une bavette ou un masque plein, une perruque, un chapeau, des gants, des collants. Et tout cela, vous supposez, eh bien, nécessite un budget conséquent. Cette organisation est marquée aussi par l'achat à l'avance du ticket à l'entrée du dancing. La deuxième phase de l'avant se déroule le samedi soir, avant la soirée, et met en évidence l'importance de la nourriture dans la pratique du bal paré masqué. Donc, elle est essentielle compte tenu de l'énergie, n'est-ce pas Monique, tu en as parlé, dépensée durant la soirée. Donc, le touloulou va consommer de la soupe créole, des blafs de poisson, des blafs de poulet. Le voilà, ce touloulou qui est prêt pour aller au bal paré masqué. Dans la chanson, il fixe son départ à 23h. Devant l'entrée du Dancing Nana, il est admiré et photographié par une foule de spectateurs composée d'adultes, même d'enfants, qui applaudissent sa magnifique tenue, surtout quand il prend la pose avant de pénétrer dans la salle. Victor Klett souligne ainsi une habitude qui s'impose généralement comme une tradition. Ces spectateurs s'interrogent sur l'identité, sur le lieu de naissance de la femme devenue personnage touloulou, qui même à l'extérieur du dancing ne compte nullement enfreindre une règle fondamentale du bal paré masqué, celle de l'anonymat. L'achat du ticket à l'avance révèle certainement un des traits de caractère de cette femme. Cet inconnu est organisé, mais il montre surtout que l'anonymat est la pièce maîtresse du personnage du touloulou. Ces protocoles énumérés, puisqu'ils constituent donc la répétition d'un modèle transmis verticalement depuis des générations, donc sont traditionnels. Alors, ce touloulou, le voilà dans la salle. L'inconnu va inviter les cavaliers.
C'est un autre élément qui est fondamental dans la salle et dans le règlement du bal paré masqué. Mais lorsque le chanteur intime au cavalier dans la chanson de Vlopé, Piqué, tournait, retournait, voyez monter le touloulou, il réinstalle l'homme dans son rôle classique, celui de meneur dans la danse et de dominant. Ces exhortations invitent à se poser des questions. Ne doit-on pas s'interroger sur cette consigne contradictoire du chanteur alors même qu'il fait l'éloge de la tradition? Comment expliquer ce glissement paradoxal alors même que l'inversion des rôles, synonyme de prise du pouvoir par les femmes le temps d'un bal, est le fondement du bal paré masqué? Du coup, faut-il attribuer ce manquement au règlement chorégraphique, à l'ignorance de cette règle de base par les femmes aujourd'hui? Faut-il y voir l'impact des soirées Tololo au cours desquelles les hommes déguisés ont repris l'initiative de la danse? Dans le contexte actuel, elles ont gagné, ces femmes, en autonomie et en assurance. Peut-être veulent-elles dépasser cette rivalité et souhaitent-elles s'inscrire dans une complémentarité durant cet instant éphémère d'un plaisir partagé dans la danse? Quelles qu'en soient les raisons, la tradition va-t-elle se maintenir dans sa forme immémoriale ou va-t-elle se pérenniser dans sa nouvelle formule? Dans la deuxième partie, donc, je vais poser la question suivante. L'inconnu, est-ce une mazurka traditionnelle? Je rappelle que l'inconnu est à la fois, la mazurka est à la fois un genre musical et une danse. Originaire de Pologne, son nom provient de la province de Mazurie. Aux Amériques, la mazurka comme la biguine relève du processus de créolisation tel que l'a conceptualisé l'écrivain Édouard Glissant. Elles font donc partie des musiques créoles issues de la rencontre et de l'interpénétration de cultures mises en contact dans la réalité de l'esclavage. La mazurka créole est une musique à 3 temps qui, dans sa forme conventionnelle, se compose de 2 parties. La première est jouée de manière classique sur un tempo plus rapide que la deuxième, appelée la nuit, dont le rythme binaire l'apparente à une valse. Alors, je pense qu'il faut qu'on avance un peu plus. Voilà. Alors, donc, l'inconnu est un exemple de mazurka où eh bien, les chanteurs, les musiciens vont rivaliser d'ingéniosité. Donc, c'est une mazurka qui est composée d'une introduction, de parties chantées, d'arrêts annoncés mais non marqués et d'une séquence ambiance signalée par des piquets que les Touloulous et cavaliers opèrent au niveau du bassin avant l'apparition instrumentale au clavier d'une mélodie inspirée du carnaval de nouvelle génération eh bien, exécutée par le musicien Mike Bucher. Alors, ce morceau est bien l'illustration que la tradition n'est pas un produit que les contemporains reçoivent passivement. Et pour donner la place donc à Christian, je vais conclure en disant que je tiens à signaler que l'inconnu, comme d'autres productions musicales, peuvent être considérées comme des artefacts manquant de profondeur parce qu'associées au carnaval, alors qu'elles sont riches et invitent à la réflexion. L'étude du texte et de la musique de l'inconnu permet de s'interroger sur la notion de tradition, de déconstruire une représentation, celle d'un produit figé dans le temps. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à monsieur Dr Christian Cécile. Bonsoir, juste merci beaucoup déjà pour votre intervention. Je vois que c'est un sujet qui est très passionnant. Et du coup, je voudrais aussi présenter le 3e intervenant qui n'était pas là lors du début de la conférence. Donc, Christian Cécile, qui est maître de conférence des langues et cultures régionales, qui va conclure cette belle conférence très intéressante sur le carnaval. Et après, si on a le temps, avant du coup le karaoké, on pourra passer aux questions. Très bien, merci. Bonsoir tout le monde. Je tiens à m'excuser parce que j'étais sur cours pour une obligation donc, professionnelle et que je me suis donc précipité parce que le rendez-vous était pris et c'est avec grand plaisir que je vous ai rejoint. Donc mon propos ne sera pas très long, je vous rassure, parce qu'il y a un temps d'échange, je pense, qui est prévu
avec des questions. Mon regard est anthropologique, puisque je suis anthropologue, et le carnaval, depuis un moment, est un objet donc, de recherche et d'observation. Je tiens simplement à dire et à souligner le fait que le carnaval, c'est un objet très intéressant qui est conçu, et j'aime à le répéter, par un auteur que vous connaissez peut-être, qui a travaillé au Brésil, qui s'appelle Michel Agier, et qui disait cette phrase très, très, je dirais, significative, que le carnaval est un lieu d'invention culturelle. Tu l'as souligné dans ton propos, que quand tu as mentionné le concept de la tradition, et tu as bien eu raison de le dire, parce que tradition, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un terme qu'il faut beaucoup employer avec des guillemets. Et j'aime à dire avec mes étudiants, quand on travaille sur la dualité modernité, tradition, à quel moment a-t-on un élément moderne, à quel moment il est tradition. Et c'est d'une temporalité qu'il explique que lorsqu'on cristallise quelque chose, des codes, des conduites, avec le temps, ça devient quelque chose qu'on répète, qui devient un héritage, je dirais, de postures parfois inconscientes, et qu'on admet comme étant son patrimoine identitaire et culturel. Et ça devient une tradition. On a toujours fait comme ça. Madame Fauvette, qui connaissent Kourou et le bal Gragé, aime à dire, et dans je dirais son espace à elle, parce qu'elle a créé chez elle un espace de danse, qu'un couple danse à la fois. Un couple, quand on danse un bal Gragé, c'est qu'un seul couple qui danse. C'est, je dirais, une pratique très ancienne. Et je me souviens, j'étais présent ce soir-là, où un couple de jeunes était venu danser à côté d'un couple qui dansait. Elle-même est venue dans l'arène pour tirer les deux jeunes et leur dire « Chez moi, on ne danse pas comme ça ». Le Gragé, c'est qu'un couple. Mais aujourd'hui, à Kourou notamment, à la médiathèque de Kourou, vous avez des associations comme, le nom m'échappe, celle de Marianne avec Kawabo, voilà. Kawabo organise des bals Gragés à la médiathèque où on danse comme dans une boîte de nuit. Plusieurs couples dansent. Donc voilà une expression nouvelle, moderne du bal Paris Gragé. Et ça reste du Gragé, qu'on le veuille ou pas. C'est l'occasion pour vous dire que la culture en elle-même, on aura beau politiser le regard ou vouloir dire c'est comme ci et pas comme ça, la tradition, c'est une expression qui marque un moment, un changement culturel, etc. Et pour revenir sur ton analyse sur la chanson L'inconnu et les propos très intéressants, au moment où tu disais que M. Klett était en contradiction lorsqu'il exalte un peu les danseurs à prendre un peu la mesure de la danse, alors que le symbole et les codes du Touloulou, c'est de mener elle-même, c'est de reprendre le rôle qu'elle a et qu'elle n'a pas dans la vie de tous les jours. Alors, et c'est vrai que c'est à questionner, parce que ça reste un jeu, et malgré tout, même s'il y a des codes qui sont très anciens, ben, ils peuvent également changer. Et beaucoup de choses ont changé. Alors, je reviens à l'essentiel de mon propos pour parler du carnaval en soi. Je disais que c'est un lieu d'invention. C'est un lieu aussi où les choses sont dites à des façons très, très inconscientes, très codées. C'est fait pour ça, le carnaval. Le carnaval, dans l'origine et l'explication, on n'a pas encore des preuves concrètes pour dire ça vient d'où. On sait simplement que ça relève de beaucoup de codes, notamment les rites calendaires que vous connaissez, avec ces rituels particuliers qui étaient là pour marquer le renouveau, le printemps, le lieu de sacrifice également, un lieu où on est lié aux croyances et lié donc aux esprits, à plein de choses incroyables. Et on a une parenthèse qui est donnée, liée toujours à cette lecture, je dirais, biblique, avec le carême. Le carnaval commence donc au dimanche de l'Épiphanie, se termine au mercredi des Cendres. On a une parenthèse, son nom l'indique bien, avec la mi-carême. Donc le carême lui-même, qui a un temps d'abstinence, a une mi-temps. On arrive pendant un jour à prendre souffle et ensuite on termine. Il s'agit bien qu'il y a des jours gras et des jours maigres, ou des jours d'opulence, ou des jours où on ne fait plus la fête. C'est la vie. La vie a toujours été comme ça. Et lié donc à une lecture, je dirais, spirituelle, où on a le droit donc de se laisser aller, de retrouver un peu des postures où on peut vivre ça comme un exutoire. Il y a des moments où la vie sociale reprend le dessus. Et pour parler du bal Paris Basquet et du lien qu'il a avec le reste du carnaval, que le carnaval est quelque chose de très, je dirais, pluriel. Il n'y a pas un carnaval, il y a des carnavals.
Et l'expression touloulou, tu l'as dit, on dit un touloulou, une touloulou, ça dépend. Mais j'aime bien prendre l'expression faire touloulou. Quand on fait touloulou, et aux Antilles, on dit fait masse. Le masse ou le touloulou, c'est faire son carnaval. Et chacun fait à la limite son carnaval. Et mon regard, j'aime bien le porter aussi sur ce qu'on appelle les toulousales. Ce qu'on appelle toulousales ici, c'est des petits groupes informels, je dis informels entre guillemets, parce que le carnaval en soi est informel, mais des petits groupes non organisés. J'ai connu parce que j'ai étudié des petits groupes de toulousales sur Cayenne, c'est des amis, c'est des parents. Des gens qui font, par exemple, le bal Paris masqué le soir, qui se retrouvent le matin dans une maison, ils mangent, ils restent ensemble, et l'après-midi, ils s'en vont dans la rue. Et l'instrument majeur du toulousal, c'est la voix, c'est le chant, c'est l'instrument vocal, avec un trépitement des pieds et un balancement, ça avance vite, et ça chante. Des chansons grivoises, bien sûr, hein. Le sexe est au bout des choses, on dit les choses, on a envie, parce que c'est ça le carnaval, on n'est pas soi. Et quand les gens sont dans la rue, c'était prendre possession de la rue. C'est aussi le sens du carnaval. Et j'ai été, il y a 15 jours, au Vidé de Cayenne. J'y étais avec mon petit-fils qui était sur mes épaules. C'est très intéressant, parce que même Vidé, c'est toute génération confondue. Et j'ai expérimenté dans ce Vidé-là quelque chose qui parfois n'est pas perçu dans les discours, parce qu'on dit l'insécurité, c'est violent, etc. Moi, j'étais même à côté du bus de l'orchestre qui jouait avec mon petit-fils et on avançait et j'ai pas eu de problème. Il y en a eu, j'avoue, avec des jeunes à un moment donné, mais très peu. Et à côté de personnes de toute, je dirais pas culture, parce qu'il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait des gens qui visiblement donc découvraient le Vidé, ça se voyait, qui sont entrés dedans, qui chantaient. D'autres étaient masqués, des personnes âgées, des personnes moins jeunes, des bébés en poussette, j'en ai vu, pas loin du camion. Et ce que je note et qui fait le lien entre le carnaval de rue et le carnaval bal Paris masqué du soir, c'est le Vidé lui-même. Le Vidé qui vient, donc c'est vider la salle. On a dansé toute la nuit, maintenant on ne va pas se quitter comme ça, on sort ensemble, orchestre et danseurs, et on prend possession de la rue. Et ce Vidé-là, encore aujourd'hui, on parle d'anciens, de tradition, continue à marquer ce qui a existé depuis des années. Et ça, c'est quelque chose de formidable, parce que quand je suis arrivé, l'orchestre n'était pas encore en route, on attendait, les corps étaient immobiles, on attend. J'ai simplement eu, parfois, et malheureusement, on peut le signaler, hein, quand on a des choses qui dérangent, une odeur de cannabis par-ci, par-là, avec mon petit-fils sur les épaules, ça m'a un peu dérangé. Mais bref, c'était juste un détail pour montrer qu'il y a des changements, malgré tout, aussi, qui peuvent expliquer parfois des dérapages. Et à partir du moment où l'orchestre a commencé à annoncer la musique, et les corps commencent à bouger. Les corps commencent à bouger et le Vidé commence. Vous ne pouvez plus les arrêter. La musique ne s'arrête plus non plus, sauf cas particulier. Et c'est parti. Et c'est parti. Et l'orchestre qui connaît, qui sait gérer, puisqu'il ne faut jamais partir à tambour ouvert, parce que c'est la pagaille. C'est les petits rythmes, tranquillement en avance. Et au bout d'un moment, c'est la folie. C'est la folie. Et si il arrive un moment où la musique s'arrête, c'est pareil aussi dans le carnaval de rue, avec les groupes Mayoui, Tioneg ou Cassia Lata. Quand la musique s'arrête, les corps s'arrêtent. Ça, c'est impressionnant de voir ça. C'est le tambour, et là, on est dans cette analyse, je dirais, de la trance, où les corps bougent avec le tambour, avec la musique, avec quelque chose qui vraiment est en fusion. Et notre carnaval, je dis notre parce que je suis dedans, est avant tout un carnaval musical. Le chant est omniprésent. Vous avez des carnavals comme celui de Venise, où c'était très esthétique avec le masque vénitien. Vous avez d'autres carnavals, vous avez également la musique, hein, mais ce n'est pas du tout de cette façon-là. Elle est enivrante, et il y a ce côté un peu trans, la musique carnavalesque, tu parles de la mazurka, etc. Mais il y a cette mesure tambourinée qu'on retrouve un peu partout, dans le zouk également, dans le compas haïtien, qui fait qu'il y a quelque chose qui identifie les corps et qui les font donc agir. Et ce carnaval-là a cette faculté donc de jouer beaucoup avec les corps, de jouer aussi avec la façon donc de prendre possession d'une rue. Et le carnaval, quelle que soit sa géographie, sert à permettre aux individus qui sont dans notre société de répondre à certains problèmes que nous avons, et de plus en plus aigus, avec les souffrances, qu'elles soient palpables, qu'elles soient abstraites ou qu'elles soient physiques.
le carnaval reste un moment où on fait autrement. On fait autrement, c'est l'inversion. On a ici très clairement entre hommes-femmes, mais aussi où on devient, où on répond à des situations qui ne sont pas possibles de faire dans la vie. Et ce plaisir, ce bien-être qu'on a, c'est une jouissance, il faut le reconnaître. Il y a parfois des situations qui sont ambiguës, il faut le reconnaître aussi. Ne serait-ce que dans le bal Paris masqué ou dans la rue, la chose sexuelle est omniprésente. Et c'est justement ce lieu-là, ce discours très, très ambigu qui est nécessaire pour que la chose, je dirais, donc, sexuelle et érotique soit traitée. Il ne peut pas exister de carnaval sans traitement, sans comportement sexuel. Ça n'a pas de sens. Et partout dans le monde, d'ailleurs. Hein. Et comme pour la narration, pareil, dans les contes ou dans les histoires, c'est la musique, la chanson, elle est faite à ça. Et la danse, n'en parlons pas. La danse, par définition, est une manifestation érotique, qu'on le veuille ou pas. Quelle que soit, même si elle est liée à la chose religieuse, parfois. Il y a des expressions qui font que... Et je terminerai là en disant, et quand on pousse l'analyse, que la frontière entre le corps et l'esprit est parfois difficile à trouver. Et le carnaval, c'est le lieu où le corps prend le dessus sur l'esprit, heureusement. Et la parenthèse étant fermée, ben, la société, elle, reprend ses aises et reprend avec ses contraintes et ses codes et ses rôles, de dire on attend l'année prochaine. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour cette intervention. J'avoue que j'ai appris plein de choses ce soir, donc c'est vraiment génial. On va passer aux questions. On a à peu près maximum 15-20 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à un des intervenants, levez la main et je passerai avec le micro. Bonsoir, donc Alain Cyril, président de la Canopée des Sciences. C'est un grand bonheur de vous avoir eu ce soir en conférence. J'ai envie de dire, comme raccourci, c'est quand les sciences rejoignent les traditions. Je vais vous poser une question et peut-être vous faire aussi une suggestion. On l'a dit, le carnaval est dans une forte période de mutation. Le Café de la Gare participe beaucoup à cette mutation. C'est certainement un des lieux qui a engendré ce carnaval de tous les jours. C'est un lieu ici où on a mis en œuvre les cours de danse, etc. Et donc, qui participe à cette mutation où aujourd'hui on danse le carnaval tous les jours de la semaine, sans masque. Et puis, il y a eu cette arrivée du phénomène Tololo. Je voudrais savoir, selon vous, si c'est une rupture traditionnelle ou si c'est dans l'ordre des choses que la tradition bouge. Et puis, vous l'avez souligné, le carnaval, c'est le temps où les femmes prennent le pouvoir. Ne pourrait-on pas, peut-être en ce temps-là, que toutes les soirées soient déterminées par la place première des femmes, donc celle qui invite? Donc oui, effectivement, je disais que pendant le carnaval, la femme prend le pouvoir. Elle est donc dans la domination et cela reflète donc notre société. Et lorsqu'on regarde un petit peu, hormis donc la sphère politique, ce sont les femmes qui, sur le plan associatif, sur le plan culturel, prennent les rênes. Et le carnaval est une micro-société et donc le Touloulou, en l'occurrence, renvoie à cette fonction sociétale. Et pour revenir à faire un petit peu d'histoire, quand est-ce que le premier Touloulou, enfin, ce sont encore des hypothèses, a fait son apparition en Guyane? C'est pendant donc, la Seconde Guerre mondiale. Donc les femmes, les hommes étaient à la guerre et les femmes, elles étaient seules, donc dans la cité. Et comme celles qui ont donné donc, le départ, c'était d'abord les femmes bourgeoises. Et elles ne pouvaient pas se montrer à visage découvert. Et ce sont elles
qui ont commencé à se rendre dans les bals. Et là, donc, on a déjà un petit peu cette prise de pouvoir de la femme. Et je vais dire qu'en ce qui nous concerne en Guyane, nous sommes déjà des féministes. Les femmes, par rapport ne serait-ce qu'au carnaval, avec le personnage du Touloulou, est déjà féministe. Il n'y a pas de combat de la femme pour pouvoir obtenir ce pouvoir, parce qu'elle est déjà dans le pouvoir. Et dans son émancipation, sa liberté, sa manière de danser, donc les tenues qu'elle porte, la femme, elle est déjà dans le pouvoir. Et pour aller un petit peu plus loin, je ne reste pas dans le carnaval, quand on regarde aussi les contes, les proverbes, les chansons donc, traditionnelles, qui est-ce qui, dans les bals entre guillemets traditionnels, mène le chant? Ce sont les femmes. Et les hommes sont à côté au tambour. Donc la femme, elle est déjà dans ce pouvoir qu'elle n'a pas besoin de chercher à acquérir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être que l'anthropologue voudrait, non? Simplement dire que dans la vie réelle, depuis déjà bien longtemps, malheureusement, et que les choses changent beaucoup aujourd'hui avec les textes et les mouvements qui on va dire, se multiplient, c'est que le rapport homme-femme, pendant trop longtemps, et même encore aujourd'hui, lorsqu'on analyse certains mythes fondateurs, ne serait-ce que celui du christianisme, où de fait le pouvoir donc, est symboliquement donc, associé à une figure masculine. Et même, on pourrait même dire, l'image même du Dieu créateur est consciemment donc, perçue comme une effigie masculine. Et que c'est vrai que le carnaval, lui, est un lieu complètement merveilleux, où les choses peuvent être faites comme on veut qu'elles soient. Et c'est un lieu, effectivement, où la femme prend le pouvoir. Et que votre question liée au tololo est intéressante, parce que le tololo, ça vient quand même à quelque chose qui vient comme un contre-pouvoir. Si on connaît l'histoire, qu'elle n'est pas si vieille que ça. Il y a bien sûr quelques, je dirais, dilemmes et contradictions sur la vraie histoire, mais elle peut être connue, puisqu'elle est récente. Ce sont des hommes qui ont eu une histoire avec les touloulous, les bals Paris masqués, et il y a eu donc une volonté de créer quelque chose qui sera un peu le contraire. À un moment donné, on aurait pu croire que ça ne pas pris et que c'était impossible. Pourtant, ça a pris. Et ça a pris. Et pourquoi ça a pris? Les questions sont intéressantes parce que c'est le carnaval, tout simplement. Et je mets ça dans le cadre d'une invention et ça ne s'arrêtera pas. Peut-être encore d'autres choses vont naître. Et l'important, c'est d'admettre un peu tout ça. De l'admettre et qu'on le veuille ou pas, à l'intérieur de ce grand cadre carnavalesque, il se passera plein de choses. Et c'est toujours presque inutile et je dirais, bien que ça sera un peu difficile pour certains, de vouloir prendre position. La culture, elle se vit avant tout, et que lorsqu'on a un discours trop, je dirais, réfléchi, trop scientifique, la science, moi j'étudie le carnaval, j'écris des articles dessus, mais ça reste des articles qui sont hors carnaval. On parle du carnaval, mais si moi je fais le carnaval, je fais le carnaval. Et il n'y a pas matière à dire aux gens, faites comme ci ou pas comme ça. Il y a des phénomènes qui sont non dits, et ça m'est arrivé de discuter là-dessus. Je ne réponds pas forcément à la question, mais c'est peut-être intéressant de faire le lien sur, par exemple, des manifestations ou des expressions qu'on ne voit plus. Par exemple, liées à des populations, les Haïtiens ou les Brésiliens. Il fut un temps, le carnaval de Cayenne, c'était des carnavals bien marqués, avec des chars brésiliens. Vous avez des groupes carnavalesques, des groupes haïtiens, qui étaient aussi bien marqués. Alors pourquoi ils n'existent plus? Les raisons sont multiples. Mais des raisons, j'en ai connu pour dire, écoutez, c'est pas le lieu, hein, c'est pas. Il y a des pressions hors carnaval qui existent. Le carnaval, c'est quelque chose qui dure tout le temps. Et il y a des regards à porter dedans et dehors. À mon point de vue anthropologique, il est très clair, le dedans, c'est l'essentiel. On n'y touche pas. D'ailleurs, on ne peut pas y toucher. Quoi que vous fassiez. Et d'ailleurs, je suis assez amer depuis quelques années de voir un peu comment le carnaval de rue de Cayenne est structuré, puisqu'il faut un portique, il faut montrer patte blanche pour y entrer. Alors que la définition du carnaval, c'est prendre possession de la rue comme on veut, s'arrêter comme on veut. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et là, c'est quelque chose qui, quand même, pâtit et change. Il faut s'y intéresser aussi, voir quel impact que ça a sur le carnaval lui-même.
et comment les gens font quand même le carnaval. S'ils ne viennent pas à Cayenne, ils le font peut-être ailleurs. Et j'ai vu dans une émission, et ça me paraît intéressant, où des gens dans leur quartier font leur carnaval autour pour les gens. Ouais. Et ils sont là. Eh bien, Oui, je pense qu'on peut même leur donner la parole, les représentants du groupe Kouman, qui peuvent expliquer cette prise de possession de la rue et des quartiers hors du centre-ville. La vice-présidente du groupe Kouman, où le groupe a réfléchi à comment faire le carnaval de façon différente depuis après Covid, en fait. Où ce carnaval un peu trop policé, où il fallait passer par des portiques pour rentrer dans une fête qui, à notre sens, est une fête populaire, où le carnaval est fait pour casser les codes, s'amuser, prendre du plaisir entre nous, aller vers le public et jouer avec les spectateurs. En fait, à mon sens, le carnaval de Guyane, c'était pas un carnaval de spectacle, mais il est en train de devenir un carnaval de spectacle. Donc, le groupe, par nécessité, avant, on se déguisait, on créait nos costumes, on avait des créations de costumes et on défilait dans les parades. Et l'après-Covid a fait qu'on s'est dit, les personnages traditionnels tendent à disparaître. Donc, si on ne prend pas garde, on va se retrouver à ne pas se retrouver dans le carnaval guyanais qui est masqué. Donc, ce qu'on voit dans les rues, c'est des grosses formations qui dansent, ce qui n'était pas l'essence même du carnaval à l'époque où on l'est connu. Enfin bon, comment ça fait 30 ans qu'on défile dans la rue. Donc, on est parti à faire le carnaval autrement. Et ce carnaval à faire autrement, c'est dire on se réapproprie les quartiers. Et on part dans les quartiers et on va s'amuser avec les gens chez eux, devant. Donc, depuis 3 ans maintenant, Kouman fait son carnaval dans les quartiers. En costume traditionnel, peut-être qu'on va revenir avec des créations de costumes. Hein, pour l'instant, on y réfléchit. On trouve notre compte, notre satisfaction à défiler encore avec les costumes traditionnels. Mais en fait, ce sont des costumes traditionnels, mais qui ont quand même évolué, parce que les tissus, ce qui se faisait avant, ça a changé. Le jeu farine, il est en satin. Avant, c'était de la toile de coton. Le jeu farine, c'était le personnage. On le retrouve plutôt à Saint-Laurent, où c'était les dockers qui déchargeaient la farine, et pour se moquer d'un docker qui s'était retrouvé avec sac enfariné, le personnage est sorti dans la rue l'année suivante. Mais ça, pareil, c'est de l'oralité, c'est ce qu'on nous a raconté. Donc voilà pourquoi le personnage du jeu farine est dans le carnaval traditionnel guyanais. Le Sous-Souris, le Bobby, tous ces personnages qu'on retrouve dans le carnaval guyanais, qui sont masqués. Monsieur Cécile a parlé des chants traditionnels. Quand on chante dans le carnaval, il est hors de question de chanter des chansons grivoises et qu'on reconnaisse qui est sous le masque. Donc on se permet de chanter ce carnaval avec des chansons qui sont créées à partir d'anecdotes sociales. En fait, voilà, bon, c'est pas moi l'objet de la conférence, mais ça peut interroger sur que devient le carnaval et le carnaval de Guyane, qui était un carnaval masqué et qui tend à ne plus être masqué dans la rue. Ça, je parle pour le carnaval de rue. Pareil pour le carnaval des bals parés masqués. Là, en ce moment, il y a des polémiques sur qu'est-ce qu'un touloulou, presque à se dire qui a le droit d'aller faire touloulou. Bon, on ne sait pas. Le touloulou, c'est vraiment un personnage mystérieux. Le cavalier qui est sur la piste de danse et qui attend qu'on vienne l'inviter à danser. Il ne veut pas savoir avec qui il danse. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça le but du bal paré masqué. Enfin, ou l'objet du bal paré masqué. Aucune femme, entre guillemets, ne fait touloulou. Vous allez poser la question à n'importe laquelle d'entre vous à la maison. Ah, tu étais sortie samedi? Ouais, mais non, mais moi je vais pas dans ces lieux-là. Mais non, moi je fais pas ça. Et pourtant c'est plein de touloulous, hein.
Que ce soit chez Paulina, chez Nana, il y a plein de Touloulou. Pourtant, personne ne fait Touloulou. Et il n'y a pas de raison de dire oui, je fais Touloulou. Pour les. Enfin. Bon, j'en parle peut-être avec passion, mais parce que c'est l'essence même du carnaval de Guyane. Le Touloulou, c'est le mystère, la dérision. Je vais au bal paré masqué parce que je sais que, voilà, entre guillemets, je me lâche, mais sans aucune arrière-pensée. Il peut y en avoir, mais c'est pas l'objet. Je vais faire Touloulou parce que je vais danser. Je vais aller danser avec X, Y, Z. Voilà, et ça s'arrête là. En fait, il y a tellement d'anecdotes sur le carnaval et ça fait tellement... L'objet avant tout du carnaval, c'est de prendre du plaisir et d'inverser les rôles et de se dire je suis libre et c'est moi qui mène la danse. Le Tololo a été, entre guillemets, les premières soirées Tololo, c'était une bande de copains pour entre guillemets, se venger, se dire ouais, mais dans les bals Touloulou, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir le pouvoir de le faire aussi? Donc le premier bal Tololo, c'était ça. Et pareil, les femmes, elles s'amusaient parce qu'elles savaient qu'elles n'avaient rien à, entre guillemets, rien à craindre. La multiplication des bals Tolo fait que... Pourquoi? Après, bon, on s'interroge hein, sur le devenir de notre carnaval. Je dis notre parce que c'est le carnaval et en fait, le carnaval est ouvert à tout le monde, que ce soit des bourgeois, enfin, c'est populaire, c'est une fête populaire. Et si on veut rester dans la fête populaire, ben, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de barrière. Voilà. Et le carnaval de rue, c'est vraiment... voilà. C'est s'amuser avant tout, la dérision, chanter des chansons grivoises sans savoir que... Ben, c'est... Ah, mais comment, madame, elle ose chanter ça dans la rue? Ah ouais. Mais quel plaisir le lundi matin à retourner au travail et se dire... Ah ouais, mais je me suis bien amusée. Avec, bon, pour ceux qui me connaissent, je suis une ancienne enseignante. Donc, quand mes élèves me retrouvaient le matin, mais ils ne savaient pas que c'était la maîtresse qui avait chanté des chansons mal élevées dans la rue. Hein. Et il était hors de question de savoir que c'était la maîtresse qui avait chanté des chansons mal élevées. Voilà. On peut aller à côté, C'était ça le carnaval. C'est cette spontanéité, cet échange avec le public, ça, c'était le carnaval guyanais. Et qui est en train d'évoluer vers... carnaval de spectacle. C'est très joli. Et bon, on fait plusieurs réunions, en disant attention, qu'est-ce qu'on veut de ce carnaval? Il y a la place pour les deux, faire du spectacle, mais faire du beau spectacle. Pas... Bon, il y en a qui ne vont pas aimer, hein, pas faire de l'imitation. C'est pas la peine d'imiter ce qu'il y a à côté et qu'on fait moins bien. Après, ouais, le carnaval, c'est rude. En fait, il faut qu'on garde notre identité. Bonsoir tout le monde. Donc du coup, j'aurais une question. Est-ce que le carnaval ne perd pas de sa superbe par rapport justement à la jeunesse? Parce que du coup, on est une jeunesse très connectée et on est très influencé aussi par la Caraïbe. Et du coup, ben, on ramène un peu ce qu'on voit de la Caraïbe en Guyane, parce que du coup, ben, comme la Guyane, elle est multiculturelle, donc est-ce qu'on ne perd pas justement notre carnaval par rapport à ça? Oui, donc je vais répondre. Oui, et c'est pourquoi il est important donc qu'on se dise qu'on a une identité et on a cette richesse. Notre carnaval, il est riche et diversifié. Donc pourquoi aller copier mal ce qui est à côté? Est-ce que vous voyez les Brésiliens recopier est-ce que vous voyez, je ne sais pas, le carnaval de Limoux ou le carnaval de Bench, ou même, regardez un petit peu, quand il y a les Haïtiens qui défilent ou les Chinois, ils gardent leur identité. Même les Guadeloupéens, nous avons ici le groupe Ijakata qui défile avec sa calebasse, son rythme rapide. Il aurait pu aussi dire, nous sommes en Guyane, nous allons imiter les Guyanais. Non, ils gardent leur identité. Mais nous sommes là à recopier mal ce qui est fait ailleurs. Oui, j'entends.
Mais je vais quand même relativiser tout ça. Je crois qu'il n'y a pas de réponse je dirais, ferme à donner. Mais n'oubliez pas, je le répète assez souvent avec les gens à qui j'échange, c'est que la culture est un phénomène inconscient. On vit la culture et on ne peut pas trop en parler. Lorsqu'on en parle, on est très maladroit et puis on est plutôt, comme tu le dis Monique, sur un aspect identitaire, tel que je veux que je sois. Et quand tu dis, je peux pas te dire, tu es jeune, que nous, jeunesse, est-ce qu'on peut changer ou être un objet de perdition, faire en sorte que la Laval se perde? Ben, je dirais non. Vous êtes comme vous êtes et vous apportez ce que vous apportez, un point c'est tout. Et j'ai dit que j'étais au Vidé il y a quelques temps, ben, j'ai vu plein de choses innovantes, avec des gens qui sont venus peut-être pour la première fois au carnaval. Et quand Michel Azier dit que c'est un milieu d'invention, vous venez avec ce que vous avez pour apporter et enrichir le carnaval. Et là, et encore une fois, je dis c'était formidable quand j'écoutais les chansons qu'interprétait le groupe de Monsieur Klett. Ben, il y a des chansons très 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 anciennes que j'ai écoutées. Elles sont toujours là grâce au carnaval. Et les petits comme les anciens cantonnaient les refrains. C'est ça qu'aussi l'invention. On chante ensemble des choses que je n'ai pas connues. Et c'est formidable. Et puis, ce que j'ai découvert, que j'adhère pas toujours, mais c'est les postures, les gestes. Je ne vais pas vous raconter, mais j'ai découvert ça, moi je ne savais pas. Il y a des chansons des V80, le pouce, l'index, le majeur, etc. Ben, moi, je chantais ça, j'ai toujours chanté ça. Mais maintenant, il y a des gestuels qui vont avec. Il faut voir. Jeune, tout le monde le fait, c'est le carnaval. Donc je crois qu'effectivement, il y a des mouvements qui sont hors carnaval pour préserver des codes, des choses essentielles, et qu'à ce moment-là, chacun se débrouille pour essayer de préserver et de manifester à travers leur carnaval pour mettre en avant. Mais on ne pourra jamais empêcher un carnaval d'être un peu ce qu'il a envie d'être. Et c'est vous qui allez déterminer ce que le carnaval sera demain. Ça, c'est vous qui voyez. Ouais. Ce que je voulais aussi juste dire, c'est que le carnaval, c'est vrai, c'est un patrimoine qui n'est pas statique, il est dynamique. Donc, il évolue avec son temps, avec son époque et les jeunes, puisque le carnaval d'aujourd'hui, ce sera, en fait, demain, le carnaval de demain, donc va s'appuyer sur le carnaval d'aujourd'hui. Et ainsi va la vie. Alors, merci beaucoup. On va juste passer à la dernière question parce qu'après, il y a un karaoké. Mais si je vois que ce sujet vous prend au trip et il y a plein de questions, n'hésitez pas à poser après des questions aux intervenants à la suite du Café des Sciences. Je vous laisse. Merci. Alors, deux petites remarques rapides et puis une question. Alors, sur les Tololo, bon, il y a eu 6 soirées en 2019, mais on n'en a plus que 2 ou 3, dont 2 seulement qui sont vraiment institutionnalisées. Donc, je pense que on va avoir du mal à aller au-delà. Et sur le carnaval de rue, je pense que les groupes sont surtout dans la dèche et galèrent à faire des costumes. Et j'approuve vraiment ce que vous faites. C'est vraiment très chouette. Et c'est vrai que défiler masqué, c'est 1000 fois mieux que juste grimer. Ensuite, alors vous décriviez tout à l'heure une trajectoire qui va vers plus de restrictions et plus de réglementation, mais est-ce qu'on n'a pas plutôt des allers-retours entre des périodes de grande liberté et des périodes plus restrictives? On a eu un premier arrêt des vidés en 2004, si je me souviens, par la mairie de Cayenne. Aujourd'hui, c'est elle qui finance l'essentiel des vidés. On a eu un précédent arrêt dans les années 80. Si je me souviens bien, dans les années 60, il était interdit d'être masqué dans Cayenne après 18 heures. Aujourd'hui, on peut être jusqu'à 19h. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt un phénomène de vague qu'une trajectoire qui serait tout le temps dans le même sens? Comment est-ce que vous le percevez? Alors, donc, les arrêtés sont pris en fonction des municipalités, en fonction donc des personnes qui sont au pouvoir. Donc, si vous parlez de trajectoire, c'est par rapport à ceux qui gouvernent la société guyanaise. Et puis, il y a eu aussi le phénomène Covid, donc, qui change la donne.
Ben, merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'était un plaisir pour la Canopée d'organiser ce Café des Sciences et de pouvoir interagir avec des intervenants aussi passionnés que vous. Juste pour information, le prochain Café des Sciences sera le 6 mars et qui abordera les droits des femmes. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir nombreux. Bonne soirée à vous.